plusieurs experts pour discuter de ces problématiques. Avec nous, c'est Abdelkader Boukhres, qui est expert comptable, qui est un fiscaliste de renom et un acteur de la société civile avec plusieurs casquettes, comme tout le monde le sait. C'est Wajid Swehi, qui est président exécutif de Tijara 2020, qui regroupe les principaux distributeurs de produits de grande consommation dans plusieurs activités, à l'instar de l'agroalimentaire, les produits d'hygiène, les produits d'entretien, les télécommunications, la minoterie, etc., qui est un des grands experts du secteur de distribution et qu'on remercie de sa présence. C'est Nofel Khatib, qui est partenaire Financial Advisory Services à Mazars Maroc. Et finalement, c'est Tawfiq El-Harj, qui est secrétaire général de la CCG. Donc, merci à tous les participants et aux panélistes d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Je vais commencer directement avec Wajid Swehi. Quel est l'impact en fait de la pandémie sur le secteur du commerce? Comment vous l'avez observé en tant qu'association professionnelle? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation aujourd'hui et surtout de me permettre d'être autour de ce webinaire en la compagnie d'experts de premier ordre, c'est Boukhres ou c'est Khatib ou c'est El-Harj. Merci encore une fois pour votre invitation et pour cette contribution sur le sujet qui nous touche au quotidien, notamment quels sont les différents leviers ou quelles sont les différentes réflexions stratégiques à mener pour relancer la consommation à travers les différents leviers qu'on passera en revue au fur et à mesure du webinaire. Et il m'est choix ce plaisir de représenter Tijara 2020 qui, pour quelques mots, avec votre accord, est une fédération qui a été créée donc, il y a quelques années, en 2016 précisément, par des opérateurs de distribution afin de mettre en commun les différentes problématiques liées donc à l'importation et la distribution et le monde, tout le monde qu'il y a autour donc, de ces deux éléments de la chaîne de valeur, dont notamment la distribution, bien entendu, les problématiques du commerce moderne, les problématiques liées au commerce de proximité, le commerce conventionnel et bien entendu les nouveaux canaux de distribution qui se sont confortablement instaurés durant la période du Covid, dont notamment le e-commerce qui devient un levier de distribution et un nouveau canal de distribution. Tijara donc, a été donc, créé en vue d'être un partenaire permanent avec les différentes institutions qui entourent donc ce micro-environnement dans lequel nous évoluons et que par conséquent donc est une mission particulière d'être un pont entre le public et le privé et inversement à la fois à travers le partage d'expériences respectives et les contributions sur les différents leviers pouvant accompagner le développement de nos secteurs respectifs. Alors pour répondre à votre question, il y a un point de base, mais permettez-moi d'y revenir il y a une année, malheureusement, c'est que le Covid a pris tout le monde de court durant donc, cette période-là. Et durant donc, cette période assez interrogative du mois de mars 2020, nous avons tous subi durant cette année, me semble-t-il, 3 phases qu'on peut décomposer. La première phase était une phase de découverte. Nous avons tous découvert la problématique de cette pandémie, ainsi que les différents impacts qu'elle puisse avoir à la fois sur la partie macroéconomique, microéconomique et surtout comportementale. La deuxième phase a été une phase de compréhension pour essayer donc de cerner d'une manière cartésienne quels seraient les points ou les éléments qui peuvent être mesurables par rapport à cette première phase de découverte. Et bien entendu, la troisième phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la phase de continuité. Nous avons fait en sorte que nos différentes vies professionnelles et personnelles soient dans un processus de continuité, tout en tenant compte, bien entendu, de ces prérequis de la découverte et les prérequis de la consommation, de la compréhension, pardon. Mais durant toute cette période, nous avons tous fait valoir 2 nouvelles valeurs qui sont assez intéressantes. C'est la valeur de l'agilité et la valeur de la résilience. Et ce sont ces 2 valeurs qui ont permis à tout un chacun d'entre nous et dans les différents secteurs respectifs que nous représentons de traverser cette double période de découverte et de compréhension. Qu'est-ce qu'on en sort? Qu'est-ce qu'on en sort pour à la fois le secteur de la distribution et pour le secteur, je dirais, public ou macro?
Pour la distribution, nous sortons déjà d'un principe que nous sommes arrivés à un stade où il faut sortir de l'orthodoxie standard de la distribution. Nous avons aujourd'hui 3 ou 4 canaux majeurs de distribution, le conventionnel que nous connaissons tous, le commerce moderne bien entendu, et un nouveau canal qui s'est mis en place, qui est donc le canal du e-commerce. Donc déjà durant cette période-là, le premier enseignement qui donc a été soutenu est de sortir donc de l'orthodoxie de la distribution d'une manière globale. Le deuxième enseignement que nous avons tiré, c'est bien entendu de mettre en place ou de réfléchir à une ingénierie globale de la chaîne de valeur de la distribution, qu'il s'agisse de la chaîne de valeur portant du process importation jusqu'au process du cash collection ou de la collecte de nos créances. Et enfin, en troisième lieu, c'est bien entendu une réflexion stratégique sur le développement des nouveaux métiers qui se sont mis en place, tout en tenant compte, bien entendu, de la granularité des spécifications, qu'il s'agisse de la partie commerce de distribution ou le commerce conventionnel, pardon, ou le commerce moderne, ou bien entendu les nouveaux canaux. Mais tout cela, en dehors de la partie de la variante, de l'agilité et de la résilience, qui sont les deux vecteurs majeurs, doivent être mis en place tout en accompagnant un processus de transformation, mais sans pour autant être ni sur un processus de rupture, ni sur un processus d'exclusion. Donc voilà un peu les grands axes sur lesquels donc, nous sommes partis d'une manière extrêmement générale. Et bien entendu, durant tout le débat, on pourrait descendre un plus dans le détail sur les mesures liées au commerce conventionnel, les mesures ou l'accompagnement sur le commerce moderne et bien entendu les mesures qui ont été prises par rapport au nouveau canal de distribution qui est le e-commerce. Mais plus concrètement, est-ce que votre secteur a été plus touché que d'autres ou bien quels sont les segments qui ont été le plus touchés par la pandémie, par la baisse générale de consommation qui a été remarquée un peu partout au Maroc? Ne serait-ce si on prend un seul critère, c'est la baisse des importations qui a été assez importante. Tout à fait. Tout à fait. Bien entendu, la crise, encore une fois, dans l'agenda des 3 phases de la découverte, de la compréhension, de la continuité, a connu aussi des indicateurs par rapport à chacune des phases. Si je prends sur la première phase de la découverte, qui a pris, à mon sens, plus de 4 mois, nous avons eu un premier impact, bien entendu, que nous connaissons parfaitement bien, c'est l'effritement du pouvoir d'achat. L'effritement du pouvoir d'achat est venu, et à la conséquence malheureuse de l'arrêt d'activité d'un ensemble de secteurs d'activité qui étaient générateurs de revenus et qui, bien entendu, un ensemble de foyers, beaucoup de secteurs d'activité se sont retrouvés avec une réduction drastique de leurs revenus et par conséquent de leur pouvoir d'achat. Donc le premier élément, bien entendu, que nous avons tous mesuré, c'est la réduction du pouvoir d'achat et par conséquent la conséquence sur le panier moyen du consommateur. Le deuxième phénomène donc, que nous avons mesuré, c'est que du fait qu'il y a eu une réduction du pouvoir d'achat, donc par conséquent, il y a un niveau de cash flow qui s'est largement réduit au niveau du marché. Cela a entraîné automatiquement un effritement du fonds de roulement des différents commerçants avec qui nous travaillons au quotidien. Mais pour cela, je reviendrai plus tard sur les différentes mesures que nous avions proposées pour pouvoir les accompagner sur la stabilisation et la restructuration du fonds de roulement. La troisième phase aujourd'hui, c'est qu'il y a une stabilisation. Nous sommes toujours en perte de vitesse, c'est clair. Le pouvoir d'achat continue à s'effriter, malheureusement, et on verra tout à l'heure avec nos confrères quelles sont les mesures que nous pourrions proposer pour justement réhabiliter le pouvoir d'achat. Et par conséquent, naturellement, le fonds de roulement du point de vente continue lui aussi à s'effriter, ce qui génère, bien entendu, une réduction de ses achats. Comment on le mesure au niveau micro? C'est que dans un point de vente, vous avez 3 niveaux de stock. Vous avez un niveau de stock qui est donc pour la vente au quotidien. Vous avez un deuxième niveau de stock pour faire le réassort de la vente du quotidien, et vous avez un troisième niveau de stock qui est un stock de sécurité. Aujourd'hui, de plus en plus, nous partons sur des ventes moyennes qui baissent de plus en plus parce que le fonds de roulement ne pouvant plus suivre, donc le pouvoir d'achat ne pouvant plus suivre, donc la consommation ne pouvant plus suivre, cela impacte automatiquement les 3 niveaux de stock qui sont au niveau du point de vente. Voilà une mesure, une action claire qui aujourd'hui impacte totalement la profession de la distribution. C'est Abdelkader Boukhres, vous qui êtes expert comptable, qui est fiscaliste, qui est très actif au sein
différentes strates en fait, de la société civile, en tout cas orientées vers l'entreprise, notamment à la CGM, à l'ordre des experts comptables. Comment vous voyez un peu la relance à travers la demande? Est-ce que c'est un levier fiscal? Est-ce que c'est à travers l'investissement public? Comment est-ce que la demande finale, finalement, a une possibilité avec ce que vient a une possibilité d'être un outil de relance avec ce que vient de nous présenter, en fait, qui est assez alarmant, le constat que vient de nous présenter Siwajeh Sbahi. Merci d'abord pour l'invitation. Merci de m'interpeller sur des sujets qui sont fort intéressants et fort inquiétants, notamment la crise. Je salue d'abord tous les invités de ce webinaire, dont certains sont, je dirais, sont des amis. Et je voudrais, si vous permettez, avant de répondre à votre question, de rappeler quand même parce qu'on est en train de parler de la crise, on est en train de parler de la relance, et on ne peut pas parler de la crise du Covid sans parler de la situation économique du Maroc juste avant le Covid, parce que malheureusement, le Covid n'a fait que mettre à nu un certain nombre de choses, un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de notre économie et à amplifier la vulnérabilité et du citoyen et de l'entreprise. Et je m'explique. Je pense que juste avant le Covid, si on reprend un peu les chiffres, on était quand même sur une croissance qui était en baisse depuis pratiquement une dizaine d'années, avec un investissement public qui était important, mais qui n'était pas très rentable, qui ne générait pas de la croissance ni de l'emploi. On était sur aussi une baisse de la, je dirais, de la consommation. On était sur une augmentation du chômage et j'en passe, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé. Donc, tout ça a été mis à nu avec la Covid. Et je pense que la Covid n'a fait que nous mettre devant notre réalité. Et à partir de là, je pense qu'il était nécessaire de revenir avec des solutions qui ne sont pas des solutions classiques. Je pense que tout le monde est unanime. La crise que nous avons traversée ou que nous traversons est une crise unique en tout cas pour un bon nombre de générations, puisqu'elle a, pour la première fois, elle a touché la demande et elle a touché l'investissement et l'offre. Et donc, je pense que jusqu'à présent, on a eu des crises à travers les siècles derniers et ce siècle-là, où il y avait une crise de la demande, on mettait en place des solutions. Quand on avait une crise de l'offre, on mettait des solutions. Mais là, on a eu une convergence des deux paramètres, de l'offre et de la demande. Et je comprends parfaitement Sbahi quand le tableau qu'il a dressé, je suis tout à fait d'accord avec le constat et avec les solutions qu'il recommande. Et donc, face à cette situation, il était nécessaire d'être innovant et de pouvoir proposer des solutions qui puissent et en même temps relancer l'offre et relancer la demande. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un webinaire qui parle de la relance de la demande. Donc on va essayer de se contenter de ça. Et on va essayer pour ma part, j'ai essayé de scruter un peu ce qui s'est passé. C'est vrai que le Maroc, c'est vrai que le gouvernement a traversé cette crise dans des bonnes conditions par rapport à d'autres pays. On voit que, encore hier, on voit que certains pays qui étaient un peu laxistes au début de la pandémie le sont devenus. Nous, on a eu la chance d'être trop laxistes. Ça nous a été reproché, mais tant mieux. Elle nous a mis dans une position un peu plus confortable que d'autres pays qui sont en train aujourd'hui de vivre ce que certains ont vécu vraiment au départ. Donc, nous aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un certain nombre de choses. Je vais rappeler rapidement
l'hélicoptère monétaire qui est arrivé, je dirais, au début de la Covid, en distribuant des aides aussi bien aux personnes, je dirais, dans le secteur formel que dans le secteur informel. Tant mieux, c'est très bien, ça a été salutaire, ça a été courageux, très bien. Maintenant, la petite entreprise, elle aussi a bénéficié, et je salue la CCG pour sa contribution dans cette relance, puisque sans la CCG, nous n'aurons pas pu avoir, je dirais, tout le dispositif qui a été mis en place, notamment le Daman Relance et Daman Oxygène, qui ont été pris en charge par la CCG. Et donc, je pense que c'est très salutaire. Mais tout ça reste, je dirais, incomplet. Reste incomplet, si vous permettez, par rapport à des considérations non monétaires. Et je m'explique, parce que c'est vrai qu'on a vu la loi de finances 2021 qui est arrivée avec un certain nombre de mesures pour encourager, pour améliorer le pouvoir d'achat je dirais, des salariés, avec des exonérations d'hier, avec des exonérations de CNSS pour les stagiaires, pour ceux qui ont perdu leur emploi. Mais tout ça, à mon sens, reste insuffisant par rapport à des choses qui sont d'ordre, je dirais, d'ordre sociologique. Notamment, je pense à la corruption. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est un sujet qu'on doit mettre sur la table aujourd'hui. Et je salue le gouvernement qui a passé donc le texte sur la lutte contre la corruption donc au niveau de la première chambre et qui est aujourd'hui en train de passer à la deuxième chambre, parce que nous avons besoin de confiance. Dans les échanges que nous avons eus en off avec vous, on a besoin de confiance. Et je pense que sans la confiance, on ne peut pas relancer quelle que soit l'économie, quels que soient les moyens qu'on peut mettre. Et là, je pense que c'est important de le signaler. Deuxième chose, pour moi, c'est ce secteur informel. Et Sisbehi serait tout à fait d'accord avec moi, parce qu'il y en a marre aujourd'hui de laisser, de fermer, de tourner le dos à des mécanismes, à des flux qui sont aujourd'hui connus par tout le monde. Et la Covid a permis à notre gouvernement de bien identifier je dirais, ce secteur. Parce que ce secteur pèse aujourd'hui 30 à 40% de notre économie. On ne peut pas le laisser en marge. On ne peut pas continuer de le retourner dedans. On l'a fait. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin, si on veut créer cette confiance, si on veut redonner aux opérateurs la possibilité de repartir, c'est vrai qu'il faut qu'on les aide à recapitaliser leur trésor, leur capitaux propres. C'est vrai qu'on doit leur donner des incitations fiscales, mais on doit aussi leur permettre de pouvoir évoluer dans un cadre économique qui soit sain, et que ce cadre économique puisse être, je dirais, égal. Il ne faut pas qu'on ait d'inégalité. Je ne vois pas pourquoi Sisbehi et les membres de l'association de Tijara 2020 puissent payer des impôts et d'autres ne payent pas d'impôts. Et je pense que c'est un point sur lequel on peut revenir tout à l'heure, justement avec Sisbehi. On peut revenir aussi avec vous à la polémique sur l'ICE en 2019, que, comme vous dites judicieusement, qu'il y avait déjà des prémices de crise avant la Covid. Je vais rapidement passer à Nofal Khatib. Khatib, par rapport à ce qui a été dit, mais sur la pression fiscale, on a eu une discussion qui m'a semblé très intéressante, très pertinente par rapport à la pression fiscale réelle sur les ménages marocains et à son impact sur le pouvoir d'achat. Est-ce que la reprise à travers la consommation est une reprise à travers la fiscalité, notamment sur les revenus? Écoutez, merci de m'avoir invité à partager ce panel avec d'illustres intervenants. Je vais parler un peu plus tard un peu de fiscalité en la présence de M. Bokhris, tout en sachant que c'est les spécialistes en la matière. Donc, non, je voudrais revenir sur un sujet qui a été cité. Je pense qu'il ne faut pas limiter le sujet à la consommation ou à la relance par la consommation. Le problème, c'est que l'économie marocaine était grippée depuis longtemps. N'ayons pas peur des mots, elle était totalement grippée.
il y a toute une réflexion sur le modèle de développement qu'on attend. On attend toujours les propositions le rapport de la Commission sur le développement économique et social. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un patient, le pays, l'inflammation on était malade, l'inflammation a été plus importante à cause du Covid. Il y a eu les plans de relance. Quand quelqu'un est malade et qu'il rentre dans les urgences, ben, on bombarde en termes d'antibiotiques ou anti-inflammatoires. On ne se pose pas de questions secondaires parce que c'est ce qu'il y a à faire. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La problématique, je pense, à mon avis, il y a deux problématiques. Il y a une problématique du niveau de vie, du pouvoir d'achat. Et là, c'est le lien avec la consommation. Et une problématique d'investissement qui, je vous rappelle, les organismes internationaux, de manière quasi unanime, disent qu'on sait dépenser, qu'on sait sortir du cash, mais qu'on ne sait pas le mettre là où il faut. C'est l'efficacité de l'investissement public. Tout à fait. Donc, c'est L'OCDE, pour ça que tout le monde a relevé que le Maroc était classé deuxième en termes de proportion d'investissement global par rapport au PIB, par rapport au PIB, juste après la Chine, mais que les taux de croissance ne répondaient pas du tout à ce niveau d'investissement. c'est pour ça que je préfère utiliser le terme de dépenses publiques au lieu d'investissement, parce que par définition, l'acte d'investir est un acte réfléchi, organisé, structuré, avec un rendement qui serait attendu. Donc, l'investissement public, quand on parle de consommation, il faut, je pense, à mon avis, distinguer deux choses. La consommation au niveau global et la structure de consommation individuelle. Au niveau global, la meilleure façon de booster la consommation, c'est de donner du travail, de sortir, malheureusement ou heureusement, la Covid a démontré, vous savez que les gens qui ont été subventionnés à 800 dirhams et pris en charge, pardon, pas subventionnés, à 800 dirhams ou à 2000 dirhams, ça a montré le degré d'économie de subsistance qui existe dans ce pays. Donc, ces gens-là ne consomment que pour vivre, ou pour utiliser des termes un peu choquants, pour vivoter. Il faut que l'action de la politique publique soit orientée vers la création d'emplois pour permettre à ces gens de consommer sur tous les plans. L'investissement public, quand je dis investissement public, l'action publique, je veux dire, parce que aujourd'hui, ce n'est pas uniquement une question budgétaire, c'est aussi une question de travail, d'intelligence sur les textes qui bloquent notre économie. Permettre aux investisseurs d'investir plus rapidement, de créer des emplois, de revoir le code du travail. Il ne peut pas y avoir de tabou par rapport à tout ça. C'est important parce que c'est un système de vases communicants. Vous ne pouvez pas avoir d'investissement sans une certaine flexibilité de l'emploi, alors que les voisins d'à côté ont une certaine flexibilité de l'emploi. Il ne faut pas non plus aller vers les extrêmes. Sur un plan individuel, c'est vrai qu'il y a un souci de fiscalité, mais aujourd'hui, la fiscalité, c'est la première ressource de l'État pour le budget de l'État. N'oublions pas ça. On est arrivé à un système qui est un peu, on s'est grippé, on est bloqué, parce que réduire la fiscalité veut dire réduire les ressources de l'État. Réduire les ressources de l'État, c'est-à-dire investir moins et faire moins de choses qui sont supposées être intéressantes pour la collectivité. Ceci étant, je pense que c'est une action à long terme pour la consommation. Vous m'avez posé une question sur les revenus. Aujourd'hui, il faut distinguer la pression fiscale nominale et la pression fiscale réelle. Quand je dis réelle, c'est-à-dire quand je touche 100 dirhams, combien je paye, indépendamment des taux qui sont affichés. Qu'on affiche 50% ou 35%, l'imminent fiscaliste qui est avec nous vous dira
je parle de Sibokhrès, vous dira que tout ça, c'est de la cuisine technique. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on paye à la fin. Quand vous avez un couple marocain qui touche 45 000 dirhams, il va payer à peu près 35% d'impôts. J'arrondis, hein, parce que j'arrondis dans les deux sens. Quand vous avez un couple français qui va toucher 45 000 dirhams, il va payer dans le 10 à 12% d'impôts. Mais attention, quand il a payé 12% d'impôts, lui, il a la santé publique. Il a l'école gratuite. Il a les services collectifs, la piscine, je ne sais pas quoi, le club de tennis, etc., où il paye que un peu. Donc, le revenu, pour avoir la même structure de vie, en fait, le Marocain va payer 50 ou 60% au lieu de 12%. Et c'est là où il y a un différentiel. Et ça, c'est Abdelkader pourra le dire quand on travaille sur les dossiers des expatriés, combien coûte l'ajustement pour qu'un expatrié touche la même chose que là où il était. Une horreur. Donc, le travail qui doit être fait, il doit être fait déjà à la base. Supposons que le Marocain qui touche ce qu'il touche n'ait pas à payer la santé privée parce qu'il aurait un service public de santé parfaitement convenable avec les impôts qu'il paye. Supposons qu'ils ne doivent pas payer une école privée pour avoir un minimum disons un enseignement standard, parce qu'ailleurs, on paye une école privée quand on veut quelque chose de particulier, quand on veut étudier en anglais ou quand on veut un enseignement catholique ou l'école hébraïque, etc. Mais l'enseignement standard est gratuit quand on paye les impôts et il est d'un certain niveau. Si vous avez enlevé tout ça, vous avez injecté du pouvoir d'achat. Sans parler de l'efficacité de l'administration, des choses sur lesquelles on perd du temps. En discutant pardon, pour les sociétés, le taux d'impôt réel en Europe, il ne dépasse pas les 20%. En charge réelle sur 100 dirhams ou 100 euros de gagné. Quelqu'un me disait quelque chose de simple. Tout à l'heure, en préparant un peu cette réunion, il me disait, quand j'étais en France, on mettait un dossier à la poste, il arrivait même pour un appel d'offres. On a besoin d'envoyer ni un coursier, ni un, je ne citerai pas les noms, mais disons les entreprises de transport par une poste normale, le dossier arrive 2 jours après. C'est-à-dire l'épiphénomène, c'est le dossier qui s'égare. Mais c'est l'épiphénomène. Ça, c'est un service aujourd'hui. Bon, on est dans des sociétés, on paye ce service à côté. On paye nos impôts, mais de l'autre côté, on va payer un tas de services. Et c'est là ce qui plombe le pouvoir de consommer, que ce soit au niveau des sociétés qu'au niveau des individus. Bon, après, on pourra rentrer dans plus de détails. Mais je pense que le tout est imbriqué. On ne peut pas parler de consommation sans parler d'investissement, sans parler de gestion de la chose publique. Le modèle est relativement grippé. Les marges de manœuvre sont faibles. Il y a quelqu'un qui dit et l'impôt est là. En fait, je crois que c'est Clémenceau qui le disait. Il disait vous pouvez ne pas payer votre impôt sera toujours payé. C'est-à-dire si vous ne le payez pas, il y a quelqu'un qui le paiera pour vous. Exact. Et aujourd'hui, heureusement, on va passer par exemple, à la généralisation de la couverture sociale qui va coûter aux contribuables marocains à peu près 10 milliards de dirhams de mémoire en différentiel. Écoutez, 10 milliards de dirhams, c'est 1 million de personnes qui payent 10 000 dirhams. Cette question, effectivement, de la fiscalité, on va peut-être revenir avec Sibokhrès qui a plaidé depuis des années pour une réforme fiscale qui a été de toutes les assises de la fiscalité.
etc. Il pourra nous donner un peu un état de l'art, on va dire, du consensus global autour de ça. On a eu, juste avant, justement avant la crise Covid, on a eu les assises de la fiscalité avec des engagements très, très forts de la part du gouvernement, du chef du gouvernement, du ministre des Finances, avec une déclaration très, très forte pour une meilleure équité fiscale. Peut-être qu'on va revenir à ce chantier-là et voir un peu qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, mais dans un deuxième temps. Pour boucler un peu notre tour du panel, nous avons avec nous Sissoufer Al-Harash, qui est secrétaire général de la Caisse centrale de garantie, qui a beaucoup œuvré justement dans le sens de la relance, que ce soit pour le soutien de la trésorerie des entreprises ou pour la relance à proprement dit de l'investissement. Est-ce que vous pouvez, Sil Harash, nous donner un peu par rapport aux entreprises qui sont en lien direct avec la consommation, que ce soit consommation finale de biens courants, bien de la consommation de biens d'investissement pour les particuliers, notamment je pense à l'immobilier. Quel bilan faites-vous en fait du soutien? Est-ce que la proportion des entreprises commerciales, en tout cas de B2B ou de B2C, est-ce qu'elle a été beaucoup plus importante en tout cas dans les offres, dans les demandes que vous avez eues de financement, que ce soit pour Daman Relance ou Daman Oxygène? Merci à tout le monde, merci aux amis présents. Pour répondre à votre question, comme ça a été déjà dit par mes prédécesseurs, cette crise inédite, pas que chez nous, mais partout ailleurs dans le monde, nous a surpris à un moment donné où il y avait quand même une situation assez particulière. Et nous avons été, avec l'ensemble de la communauté, l'ensemble des acteurs économiques et également les acteurs publics qui ont été très présents, où il y avait quand même un niveau d'innovation assez intéressant qui nous a permis de réagir vite et de réagir de manière efficace. La première question qui s'était posée à nous, à Caisse centrale de garantie, cette crise inédite, c'est comment faire pour venir en aide pour les entreprises qui, du jour au lendemain, ont dû voir leur activité, chiffre d'affaires baisser de manière assez drastique, pour certains même pratiquement la fermeture. Comment venir en aide à ces entreprises pour qu'au moins ils puissent faire face à leurs charges incompressibles. Et quand on voit au niveau des structures de charges de l'ensemble des entreprises, qu'elles soient commerciales ou industrielles, c'est les charges de personnel, les salaires, et qui représentent quand même une composante assez importante pour la consommation, pour soutenir la consommation. C'était le premier produit que nous avons mis en place, le produit Oxygène, et qui, encore une fois, pour l'ensemble du flagship Maroc, nous avons réussi quand même à lever ce défi. Avec un confinement, du jour au lendemain, tout l'effectif devait travailler de chez lui, avec un niveau d'activité quand même assez important pour ce qui nous concerne, parce que nous avions dû traiter toutes les demandes d'Aman Oxygène qui nous parvenaient de l'ensemble des banques partenaires. Et il fallait réagir vite parce que il y avait des dépenses, et comme je disais tout à l'heure, parmi les principales dépenses, celles des charges de personnel. Nous avons également réfléchi à l'ensemble des composantes de l'activité économique, parce qu'il n'y avait pas que les entreprises, il y avait toutes les entreprises qui étaient pratiquement éligibles à ce dispositif. Et poser la question que représentent les secteurs du commerce, de la distribution, et bien, il y a en première place comme pratiquement 29% d'entreprises qui ont bénéficié de ce dispositif. Et pas que sur Oxygène, même quand on a mis en place à partir du 15 juin des produits de relance pour l'activité économique après la levée du confinement, les produits relance également qui ont profité à une large partie des entreprises marocaines, hein, que ce soit de la très petite entreprise à la PME, à les entreprises de taille intermédiaire, aux grandes entreprises également. Et nous remarquons que également le secteur de la distribution vient en tête. Et cela, produit Oxygène, produit relance, sont
parler des produits génériques que nous avions dont l'activité a été maintenue, hein, les produits de garantie des crédits de fonctionnement, les produits de garantie, les produits d'investissement. Quand même, en 2020, quand même, c'est un fait assez notoire pour partager avec l'ensemble des web spectateurs, c'est que le niveau de production de l'investissement, ce que nous avons garanti, est resté pratiquement une légère baisse par rapport à l'exercice 2019. Pour vous dire que les entreprises, en dehors des mécanismes spécifiques à la crise. En dehors des mécanismes spécifiques à la crise, nous avons pratiquement fait plus de 14 milliards de dirhams. Lorsqu'on voit avec Oxygène 17 milliards 7 de notifications de garantie faites en faveur de pratiquement 49 500 opérations, et Relance également qui aujourd'hui tire à sa fin vers le 31 mars. Et encore, il faut dire d'autres choses qui ne peut-être la crise nous a un petit peu voilé la face sur l'activité qui était encore maintenue, le programme Telakha également. Le programme Telakha, quand bien même, quand on voit un petit peu la courbe de l'évolution de l'activité sur l'année 2020, il a très bien démarré en février jusqu'au mi-mars. Après, on a vu un déclin, que tout le monde comprendrait aisément, mais on a vu tout de suite une reprise de l'activité de Daman Telakha vers juillet-août, et nous avons terminé quand même avec plus de 18 000 opérations. Sur les objectifs qui nous étaient assignés tout au début de ce programme royal qui a été lancé, nous tablions sur une moyenne de 13 500 entreprises. Nous avons fait à la clôture de l'exercice 2020 12 500 entreprises qui ont bénéficié du programme Telakha. Pour vous dire qu'il y avait une activité quand même, qu'il y avait des gens qui travaillaient. Ajouter à cela d'autres, comment dirais-je, populations qui ont été également adressées par des outils de financement qui leur a été pratiquement fait sur mesure. Je parle de la communauté des auto-entrepreneurs, je parle également de l'activité du secteur de l'informel, les associations de microfinance ont elles aussi leur offert un produit qui permettrait un petit peu de couvrir les risques qui leur sont liés. Je voudrais juste également pas partager, mais juste rappeler nous rappeler, nous tous, ce que le CVE a décidé comme décisions et qui ont été très bénéfiques et qui ont soulagé, amorti un petit peu l'impact de la crise, et notamment avec l'effort de solidarité nationale appelé par Sa Majesté dans le sein du fonds Covid, qui nous a permis quand même de venir en aide à des populations, non seulement celles visibles qui avaient une présence sur le radar de la CNSS, mais comme ça a été dit tout à l'heure, y compris les populations de l'informel. On a commencé par les ramédistes et après on est passé même ceux qui étaient en dehors du dispositif Ramed pour leur servir quand même de quoi survenir à leurs besoins élémentaires. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les chiffres que nous avons ici à la Caisse centrale de garantie montrent que le secteur de la commerce et de distribution quand même occupe une première place, et je voudrais quand même tirer chapeau à ce secteur qui a réussi quand même à maintenir les étalages bien fournis pendant cette crise. La logistique a fonctionné, ils ont très bien travaillé, ils ont été fouettés du jour au lendemain, ils ont vu un petit peu, ils ont été tangués comme nous tous, mais la logistique et le dispositif et le système et le secteur, je veux dire, du secteur du commerce et de la distribution des ménages général ont bien pu réussir à lever le défi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous travaillons sur d'abord ce que nous avons. Nous avons un début d'année 2021 très prometteuse. Nous avons des taux de progression assez intéressants, mais il faut quand même aller en profondeur pour élargir. Et pour le faire, je terminerai par ce propos, il faudrait quand même comment dirais-je, trouver des leviers pour initier et pour aller anticiper des solutions et des initiatives de création de valeur et de richesse. Merci, si c'est offert. Pardon.
Il y a une quote que j'ai retenue qui était assez parlante. C'est les Marocains vivent dans une économie de subsistance. Et effectivement, avec l'aide qui a été distribuée à quasiment 6 millions de personnes, de ménages même, c'est assez significatif. En tant que représentant du secteur de la distribution, qu'est-ce que ça vous évoque, cette économie de subsistance? Est-ce que vous voyez une possibilité de développement de ce secteur-là, notamment avec le pouvoir d'achat qui est assez limité et qui finalement s'accorde bien avec la structuration du secteur qui est en très très grande majorité, qui est dans l'informel? L'économie de subsistance est malheureusement une situation qui entraîne tout un chacun dans la précarité. Excuse de le dire d'une manière aussi émotionnelle. Néanmoins, la conséquence étant l'informel, et il faut, à mon sens, tout d'abord remercier un travail qui a été fait durant la période du Covid et qui a fortement impacté notre économie. C'est le travail qui a été mené par les équipes de l'administration des douanes, notamment sur la réduction et la maîtrise des différents flux de l'informel qui proviennent de l'étranger. Parce que dans l'informel, il va falloir aussi le segmenter. Vous avez l'informel qui provient des sources d'approvisionnement de l'étranger et vous avez l'informel qui est le processus de distribution au Maroc. Ce sont deux choses qui sont complémentaires mais qu'on ne peut pas scinder. Donc d'abord, il y a un travail en amont qui a été fait qui est extrêmement stratégique. Fermeture des 2 enclaves de Ceuta et Melilla, renforcement des contrôles au niveau des Gargarat, renforcement au niveau des contrôles d'import au niveau des différents ports du royaume. Cela, naturellement, a généré, et cela nous l'avons mesuré, une très forte réduction des volumes de l'informel, qu'il soit recyclé, excusez-moi du terme, sur un circuit formel ou informel, mais l'impact était là. Maintenant, sur la partie de l'informel, bien entendu, il a été bien dit par mes collègues que cela représente 30 à 40% de notre économie. Il y a une réflexion stratégique qui a été lancée et qui, à mon sens, doit être accompagnée. Par quoi? Encore une fois, remontons aux théories économiques. Comment relancer une économie? Parce que l'informel, encore une fois, n'est que la conséquence d'une précarité et la conséquence d'un vide, un vide d'environnement ou un vide d'accompagnement ou un vide de mesure. Si nous remontons aux théories, notamment l'une des dernières qui a encore fait foi jusqu'à aujourd'hui chez nous, c'est la théorie de Keynes, pour la relance de l'économie ou à travers l'investissement ou à travers la consommation, et réellement dans le sujet. Si nous partons sur la première branche, qui est la relance de l'investissement, et pour la corréler avec l'informel, toujours avec un atterrissage qui est l'informel. Aujourd'hui, l'investissement public est au rendez-vous. Il a été dit que nous avons plus de 50%, nous représentons 50% des dépenses par rapport au PIB dans l'investissement public, mais malheureusement, la création de valeur ne suit pas. Mais encore faut-il qu'on se mette devant une question existentielle. Nous n'allons pas éternellement attendre que l'État mette en place les outils nécessaires de la relance économique. L'État a fait son rôle de mettre en place les infrastructures de relance, dont les ports, l'infrastructure aéroportuaire, routes, zones industrielles, environnement fiscal, environnement légal, environnement du droit du travail et la RERDELIC. Maintenant, c'est derrière que tout un chacun d'investisseurs doit se mettre donc dans ce processus d'accompagnement et donc de convertir cet investissement macro et public vers une création de valeur, donc qui devrait générer une création d'emplois et par conséquent réduire l'informel pour le sortir de la précarité et de le remettre sur le radar de la vie quotidienne. Alors, le premier élément, et on peut rentrer dans le détail de chacun des maillons de la discussion, de tout le processus d'investissement public qui a été mis en place sur la partie de l'infrastructure jusqu'à la conséquence de l'investissement, et on peut rentrer dans chacun des maillons. Certains, justement, raccordent cette infrastructure qui a été mise en place
notamment le réseau des autoroutes, avec l'explosion de l'informel, notamment en facilitant l'acheminement des produits, notamment de contrebande de l'Est et du Nord vers les principaux centres de consommation. C'est-à-dire que la problématique de l'informel, elle est beaucoup plus complexe qu'un simple problème d'infrastructure. Le raisonnement n'est pas binaire. C'est l'infrastructure qui va générer l'investissement, qui va générer la réduction de l'informel. Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Parce que, bon, permettez-moi juste d'apporter un point sur ce que vous venez de dire. La contrebande, pour vivre dans un secteur qui est extrêmement sensible au marché parallèle, la contrebande a été éradiquée. Et ça, les chiffres sont là, et les actions sont là, et les mesures sont là, et l'accompagnement est là. Donc, ce n'est plus aujourd'hui un souci de discussion qui est la contrebande. Mais par contre, c'est la conversion du secteur informel et de le ramener vers le formel. C'est ça le grand débat. Le grand débat, donc on dit si pour le ramener vers le formel, donc il faut de la création d'emplois. Et la création d'emplois pour ramener tout un chacun vers le radar du formel. Si la création d'emplois n'est pas au rendez-vous, il faut aller vers une restructuration et un accompagnement de l'informel. Un accompagnement à travers éventuellement un package ou un ensemble d'actions incitatives. Probablement que partir sur une incitation sociale, peut-être une manière de sortir l'informel et de ramener vers le formel. Une incentive ou un accompagnement sanitaire sur des éléments sanitaires vers la couverture sociale. Ça peut être aussi un élément qui peut le ramener vers le formel. Un environnement fiscal réaménagé. On peut aller de l'informel vers le formel. L'organisation physique des secteurs ou de la distribution informelle et de la ramener vers le formel par des zones d'activité logistique de moindre taille que le besoin d'un logisticien pour pouvoir les regrouper dans un environnement de travail qui peut créer de la valeur. Il y a des leviers pour pouvoir le faire, mais encore faut-il que tout l'orchestre, je dirais, de tous les maillons peuvent être mis en place. Le premier orchestre, c'est l'incitation à l'investissement. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, il y a un mot d'ordre qui est la préférence nationale au détriment de l'importation, accompagné par les mesures de la Caisse centrale de garantie, la révision des taux de base au niveau des banques, les signatures de conventions et la réelle. Mais ça reste un début, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il a été ciblé des gros projets, mais malheureusement, il y a d'autres projets qui constituent la base de notre investissement, qui est la TPE et la petite PME. Aujourd'hui, ce sont deux secteurs, deux vecteurs de création d'emplois qui ne sont pas dans les radars de l'incitation. Le deuxième élément, c'est sur la partie de l'informel en tant que secteur, de le réhabiliter pour le ramener vers le radar du formel à travers 3 ou 4 leviers qui peuvent faire l'objet de discussions aujourd'hui ou dans un autre webinaire, donc sur une partie ou sociale, ou sanitaire, ou fiscale, ou d'environnement logistique sur lesquels donc, ils peuvent être domiciliés pour pouvoir commencer à commercer d'une manière beaucoup plus formelle dans le cadre des règles fiscales, sociales et légales de notre royaume. Justement, nous avons un éminent spécialiste de la fiscalité qui a suivi ces débats, je pense, depuis les 40 dernières années sans discontinuer. C'est Bouchrès, vous avez… Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les principaux points qui ont été faits marquants, en tout cas qui ont été qui ont été discutés en 2019 avec les assises et on va dire où il y a consensus global, tous les Marocains, même l'opérateur jusqu'au ministre sont d'accord qu'il faut changer, mais qui ne sont toujours pas là et qui pourraient justement, comme dit Sbehi, permettre de réhabiliter l'informel et de le mettre sous le radar. Alors, merci de revenir sur ce sujet de la fiscalité et notamment sur les 3e assises de la fiscalité qui sont tenues en 2019. Avant de parler des points qui ont marqué ces assises ou les recommandations de ces assises, je voudrais d'abord rappeler le contexte dans lequel nous avons travaillé au niveau des assises,
puisque j'ai eu le privilège d'être au niveau du comité scientifique des assises. Et donc, on a été, au niveau du comité scientifique, on a été vraiment agréablement surpris de voir la contribution de l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble je dirais, des opérateurs, des universitaires, des associations professionnelles. On a eu, je n'ai pas le chiffre en tête, mais plus de 150 contributions. Et je vous assure que c'était vraiment d'une grande richesse. On a eu aussi le privilège d'avoir le président de ce comité scientifique qui était Mohamed Brada, ex-ministre des Finances et qui était, je dirais, qui était au gouvernement de la finance déjà dans les années 80 et qui nous a vraiment éclairé sur beaucoup de choses et qui était à l'origine de la première réforme de la fiscalité. Maintenant, quels étaient les objectifs de ces assises? Le thème, d'abord, c'était l'équité fiscale. Hein, vous vous rappelez tous, c'était l'équité fiscale. Et le thème et l'objectif, je dirais, de ces assises, c'était vraiment deux orientations. Le premier, c'était de faire de la fiscalité un levier de cohésion sociale pour corriger un peu les inégalités sociales. Donc ça, c'était vraiment notre objectif. Et le deuxième objectif, c'était de rendre la fiscalité comme un levier compétitif pour l'entreprise. Je dirais, dans le monde économique, on a celui qui produit et celui qui consomme. Je ne parle pas de l'État, mais en tout cas, ces deux acteurs doivent être en avant. Maintenant, et vraiment les troisièmes assises, c'est au cœur de notre débat d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que maintenant, je passe aux recommandations. Les recommandations sur lesquelles tout le monde était unanime, c'était la réforme de la TVA. Et quand on parle de la TVA, on parle de la consommation. On ne peut pas, je dirais, aujourd'hui occulter la réforme de la TVA. Le Maroc, entre les premières assises et les troisièmes assises, a fait des avancées en matière fiscale. Oui, on a fait des avancées en matière d'IS, on a fait des avancées en matière d'impôt sur le revenu, on a fait des avancées en matière de droit d'enregistrement. Mais malheureusement, sur la TVA, on n'a pas été très courageux. Naufel l'a rappelé à juste titre. Pourquoi on n'a pas été courageux? Le gouvernement n'a pas été. Parce que la recette fiscale constitue la principale recette de notre budget. Et aucun gouvernement ne voulait prendre le pari de faire des réformes parce qu'il toucherait à la recette. Et qui dit toucher à la recette, c'est toucher au train de vie de l'État marocain. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, la numérisation, vous savez que depuis 2009, l'administration fiscale s'est digitalisée. Et aujourd'hui, l'ensemble des déclarations sont faites d'une manière digitalisée. Donc, ça veut dire qu'en nous disposant d'une data vraiment très précise et qu'aujourd'hui, nous pouvons vraiment cibler les mesures, cibler les acteurs qu'on veut aider, cibler parce qu'on a une pléthore. Donc, pour conclure sur les assises, parce que sinon on peut parler, je dirais, des heures et des heures, juste pour dire que vraiment les assises, les troisièmes assises de 2019, étaient au cœur du débat d'aujourd'hui, de la relance de la consommation. Parce qu'il faut la réforme de la TVA. Alors, la réforme de la TVA, vous allez me dire comment? La réforme de la TVA, il faut que la TVA soit neutre dans un premier temps. Parce qu'aujourd'hui, la TVA, je parle sous contrôle je dirais, de Sisbehi, il y a beaucoup de failles au niveau aujourd'hui de la TVA. La TVA est devenue un coût pour certains acteurs économiques, alors qu'elle doit être neutre pour nous en tant qu'acteurs économiques. La TVA, comme je dirais dans tous les pays du monde, elle doit être supportée par le consommateur. Et comme elle doit être supportée par le consommateur, il faut qu'on essaye de réfléchir à des taux de TVA qui soient adaptés aux consommateurs. Et la TVA sur la consommation, elle est liée à un sujet important qui est l'informel. Sisbehi l'a rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on a fait une enquête au niveau de la CGM il y a 4 ans, on a fait une enquête sur le secteur informel et son impact sur le système productif marocain. On s'est aperçu qu'un des points importants, c'était la TVA. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on agisse sur la TVA pour qu'on devienne compétitif. Parce que celui qui ne paye pas la TVA, il est compétitif. C'est 20% quand même. C'est 20%. Donc, il faut qu'on réfléchisse à des taux de TVA adaptés à certains produits, adaptés à certains articles, adaptés, pourquoi pas, peut-être, comme dans d'autres pays, une TVA par région,
Vous savez que quand vous allez au Canada, quand vous allez en Suisse, quand vous allez aux États-Unis, ben vous avez une TVA par État. Vous avez une TVA par canton. Donc, je pense qu'il faut qu'on ose parler de ce sujet, de la réforme de la TVA, et que ça soit concrètement, si vous plaît. Pardon. Plus concrètement, est-ce que maintenant, avec ce moment de relance, est-ce que ce n'est pas justement le moment de, c'est le moment. Vous savez pourquoi c'est le moment. Vous savez pourquoi c'est le moment. Vous savez pourquoi c'est le moment. Tout à l'heure, je l'ai dit. Parce qu'à chaque fois qu'on voulait faire une réforme, on avait peur de la baisse de la recette fiscale. Aujourd'hui, la baisse, elle est là. Elle nous est imposée, la baisse de la recette fiscale. Je dirais, on ne va pas reprocher à un ministre des Finances demain de ne pas avoir collecté une recette fiscale confortable, parce que la crise, elle est là. Donc, utilisons, effectivement, vous avez parfaitement raison, utilisons aujourd'hui ce moment de crise pour préparer une réforme. Alors, espérons, Naufel l'a dit tout à l'heure, espérons qu'on ait le nouveau modèle de développement économique, disons, pour assez rapidement, pour qu'on puisse préparer les réformes et les intégrer dans la prochaine loi de finances. Vous savez que, malheureusement, constitutionnellement, nous ne pouvons pas changer je dirais, réformer la fiscalité en dehors de la loi de finances qui est discutée à la fin de chaque année. Et donc, ça veut dire qu'on a déjà loupé la loi de finances de 2021. Il ne faut pas qu'on rate la loi de finances de 2022 et pour pouvoir intégrer un certain nombre de mesures qui permettront de relancer notre consommation et particulièrement par la TVA. Et je termine par ça pour vous dire que les assises de la fiscalité, il y avait unanimité sur ce sujet et sur la possibilité de généraliser la couverture sociale, parce que là aussi, ça touche la consommation, ça touche, le pouvoir d'achat. C'est le Khatib. Tout à l'heure, vous parlez de plusieurs leviers qui selon vous, sont des obstacles devant la relance par la demande. Est-ce que selon vous, est-ce qu'un nouvel hélicoptère monétaire pourrait être une solution? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, je lance aussi la perche à Sir Harsh, peut-être par la suite, est-ce qu'une garantie du crédit à la consommation peut être une garantie publique au crédit à la consommation peut être un levier de relance? Écoutez, personnellement, je ne pense pas. Déjà, je pense qu'il faut si vous permettez, je reviens juste sur quelques éléments. J'avais entamé mes études il y a quelques années, pour ne pas citer le nombre d'années. Et quand j'ai commencé mes études, on parlait d'élargissement de l'assiette fiscale. On continue à parler d'élargissement de l'assiette fiscale. Le jour où on a voulu compter le nombre de personnes qui travaillent dans l'informel, ça a pris 4 semaines. Donc, quelque part, il faut une volonté politique d'élargir cette assiette fiscale. Sans élargissement, je vous parle clairement, quitte à en choquer quelques-uns, sans élargissement de l'assiette fiscale par une approche volontariste, agressive, aussi brutale soit-elle, il n'y aura rien. On ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire parce que on peut toujours se dire qu'en comptabilité nationale, 100 dirhams chez l'impôt, 100 dirhams chez quelqu'un qui va les payer dans la consommation, c'est exactement la même chose. Oui. Mais après, il ne faut pas oublier que l'informel crée un effet d'éviction du formel, automatique. C'est-à-dire, quelque part, celui qui est dans le formel va perdre de l'argent et va fermer boutique. Quand vous avez parlé de contrebande, il n'y a pas que les présidents, malheureusement, de Septième Lilia pour la contrebande. Le gros de la contrebande rentre par ailleurs. Du Sud. Par le système portuaire. Donc, si Wajih a dit qu'il y a eu un contrôle pendant le Covid de l'administration des douanes qui a permis de réduire, d'éradiquer, d'éradiquer ou de limiter, moi j'ai envie de dire le contrôle doit être permanent. Il ne faut pas que ce soit pendant le Covid.
la Covid. Donc, aujourd'hui, la fiscalité peut être un levier, mais il faut qu'elle s'insère dans une dynamique globale qui permette de maintenir les équilibres et de permettre à la fiscalité de jouer son rôle. La fiscalité n'est pas la subvention, et n'oublions pas une chose, et j'espère me tromper, la Covid économique vient de commencer. Elle vient de commencer, on n'a pas encore vu la moitié du chemin. Parce que là, on était sous anesthésie pendant quelques mois, le confinement, tout est fermé, les gens ont commencé à revendre en septembre, des délais de 3 mois, 4 mois. Ben, vous pouvez parler aux banquiers, ils vous diront comment les impayés ont explosé. Et après, je ne sais pas comment l'effet domino va jouer. C'est ça la question, malheureusement. Deuxièmement, il y a un autre phénomène, c'est que les entrepreneurs enfin quand je dis entrepreneurs, pas forcément des gros, hein, n'importe lesquels. La Covid leur a montré aussi que tout le personnel qui était dans les sociétés n'était pas forcément indispensable. Et qu'on pouvait multiplier les canaux de traitement de certaines choses. Et il y a eu des plans de licenciement qui se sont mis en place. Disons, plans de licenciement organisés ou pas organisés. Moi, je pense qu'il y a 2 éléments importants. Pour moi, c'est le plus important qui donneront de la marge de manœuvre pour doper la consommation. Premièrement, élargir l'assiette fiscale et que ce soit plus un vœu pieux. Il faut y aller de front. Un salarié qui touche 10 000 dirhams paye un impôt. Ce n'est pas normal qu'un artisan, au sens français, genre un coiffeur, qui gagne 10 000 dirhams ne paye pas d'impôt. On paye un peu plus ou un peu moins, mais il faut payer. Quand je dis le coiffeur, c'est juste pour donner un exemple. C'est des gens sur lesquels on a une certaine compréhension sociale du fait de ne pas payer d'impôts. Bon, nous tous on dit, écoutez, le petit artisan, pourquoi il va payer un impôt? Pour revenir à Sbehi qui a utilisé le terme de dof tout à l'heure, le dof qui est partout, même au niveau des salariés, et quelque part, il faut élargir cette assiette fiscale de manière rapide. Deuxièmement, l'État a joué un rôle très important dans quelque chose qui n'est pas de l'investissement, qui n'est pas du monétaire, c'est dans la régulation. Les coûts logistiques au Maroc sont trop importants quand on les compare par rapport à d'autres pays du pourtour méditerranéen. Les coûts logistiques, l'accès au foncier, le renting du foncier, le fait d'accéder à l'eau, l'accéder à l'électricité, la tarification de certaines choses font que l'acte d'investir qui est en relation, qui peut créer de l'emploi et donc indirectement créer du pouvoir de consommation, soit compliqué. Donc, il y a la régulation, par exemple, pourquoi les baux au Maroc, aujourd'hui, vous louez un local à Casablanca pour une activité commerciale normale sans être sur des avenues phares, ça vous coûte plus cher qu'à Madrid. Pourquoi? Alors que le ticket moyen de vente n'est pas le même. Le passage n'est pas le même. Il n'y a aucune rationalité économique. Vous ouvrez un petit supermarché du type BIM à Madrid, ça vous coûte en loyer 2 fois moins cher. Et pourtant, le passage est le double et le ticket est le triple. Il n'y a aucune rationalité économique parce qu'on a un système du bail qui n'a pas été réformé correctement depuis belle lurette. Les gens ne sont pas protégés, les propriétaires, et du coup, ils vous imputent une charge de risque importante pour parer à son… Aujourd'hui, le rapport prix d'achat d'un bien dans un pays européen et son bail, il est de 20 à 25 ans. C'est-à-dire 20 à 25 ans de loyer pour récupérer sa mise. Au Maroc, on est entre 8 et 12 ans. Donc, les locations sont trop importantes. C'est sur ces éléments-là qu'il faut agir, sur la protection du locataire comme du bailleur, rendre
le circuit économique efficace. Mettre à disposition de manière relativement facile, entre guillemets, du terrain industriel, pas pour faire de la spéculation, mais pour créer de l'activité. Et tout ça va créer va créer de l'emploi formel. Et forcément, il y a une injection dans l'économie, parce que quand on a un emploi formel, on accède au crédit, on accède à l'assurance, etc., etc. C'est un système de vase communicant. L'argent n'est pas thésaurisé. Mais sans élargissement de l'assiette fiscale et sans travailler sur toutes les réglementations, quand je dis réglementation au sens large, que ce soit le règlement ou les lois qui pénalisent les circuits économiques, ça restera toujours un débat intellectuel. C'est le Harash. Est-ce que vous pensez qu'un soutien direct, mais de type soutien à l'endettement, pourrait relancer bon, on a déjà vu un peu les échecs, par exemple pour le secteur de l'immobilier avec les Fogaloges et Fogarim. Donc, est-ce que c'est pertinent de penser à des mécanismes de garantie pour des individus, notamment pour les crédits, au-delà du crédit immobilier, les crédits à la consommation? Est-ce que ça pourrait un peu réamorcer la machine, surtout si le plan de substitution aux importations, d'industrie de substitution aux importations est efficace? Moi, je pense, pour répondre à votre question qui a le mérite d'être posée, qui est intéressante, c'est de bien comprendre un petit peu, en tout cas pour l'instant, le business model de la CCG tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Nous partons d'un postulat, une observation réelle, économique, c'est que sur le marché du financement, d'une manière générale, de l'entreprise, il y a une faille, dans ce sens où il y a une demande du crédit qui reste non satisfaite, non pas parce que le projet n'est pas pertinent, n'a pas de valeur, mais des fois pour des raisons de collatéral ou de sûreté que le promoteur ou que l'investisseur n'arrive pas à apporter. Et cette garantie a pour ambition d'apporter cette additionnalité sur le marché. C'est d'essayer d'ouvrir le spectre des entreprises bénéficiaires qui peuvent accéder au crédit, on parle de facilitation de l'accès au crédit, soit le plus important possible. Et je pense, en toute modestie, ce que le progrès qu'a fait le Maroc sur la région MENA reste quand même cité à titre d'exemple, et nous sommes très fiers que nous soyons aujourd'hui benchmarkés sur cet élément-là. Parce qu'on fait un pari pour faciliter l'accès au crédit à une entreprise, notamment en phase de création, parce que c'est là où le plus important de notre intervention, c'est la phase création, où le risque est plus important, et de permettre à cette entreprise de réaliser son projet, créer de la valeur et faire face à ses engagements financiers, notamment ceux de sa dette qu'elle a contractée pour réaliser ce projet. Si on transpose ce raisonnement à la consommation, on est capé tout de suite parce que des revenus d'une personne salariée employée sont limités par les rentrées d'argent mensuelles. Ce n'est pas parce que vous allez mettre une garantie que vous allez augmenter sa capacité à améliorer ses revenus. Du moins à baisser les spreads de risque. Parce que quand même, sur les crédits à la consommation, c'est les taux les plus élevés du marché. Alors, on peut parler de cette question de taux, mais parlons déjà sur le nominal. Ce n'est pas parce qu'on va mettre une garantie, la capacité d'endettement, elle est ce qu'elle est. On ne peut pas aller sur un revenu de 100, imaginez un taux de charge au-delà de 44-45%, notamment sur le crédit à la consommation. Et encore, ça sera plus critique s'il s'agit de consommation de biens non durables. En tout cas, de ma part, je ne vois pas de pertinence. On l'a fait peut-être, comme vous l'avez si bien dit tout à l'instant, sur l'immobilier. L'immobilier, il y avait une problématique assez complexe. C'est que la situation était, nous sommes aux années début 2000, nous avons une situation, en tout cas sur le périurbain et au-delà,
pour ne pas dire de termes, d'adjectifs assez lourds, un petit peu critiques, pour rester un petit peu objectif. Et nous avons des bidonvilles, nous avions des bidonvilles qui étaient un petit peu occupés par des gens qui sont dans l'informel. Or, la première question que vous pose quelqu'un à qui vous demandez du crédit, c'est votre capacité de pouvoir honorer les échéances sur un crédit immobilier qui vont aller de 20 à 25 ans. Or, par définition, quelqu'un qui est dans l'informel, d'abord, il n'y a pas d'adresse fixe, deux, il n'y a pas de fiche de paie, il n'y a pas de contrat, et nous sommes sur une population qui était exclue du circuit du financement. La réussite de dispositif Fogarim, il faut le prendre dans sa globalité, parce qu'il y avait une politique publique en termes de facilité d'accès au foncier, il y avait une politique fiscale très encourageante, il y avait également une politique de développement du crédit, et c'est là où nous sommes entrés en jeu, c'est de permettre à cette population de pouvoir accéder à un crédit immobilier, alors que cette population, elle passant juste devant une agence bancaire, le dernier acte à lequel elle pouvait penser, c'est de pousser une porte d'une agence bancaire. C'était un blocage psychologique qui aujourd'hui, nous avons réussi à le casser. Et grâce à cela, nous avons permis à plus pratiquement 250 000 ménages d'accéder à ce produit. Et nous avons également remarqué, chose qui était quand même assez surprenante, c'est que même quand on parle dans l'informel, il y a une richesse. Les économistes parlent entre 30 et 35 à 40% de richesse qui est créée, mais seulement qu'elle n'est pas captée. Elle n'est pas inclusive. Mais c'est une économie qui fonctionne. Preuve en est, c'est les taux de sinistralité que nous observons par rapport à la population Fogarim, en tout cas ceux qui ont bénéficié du crédit pour accéder à des logements économiques, et de manière surprenante, inférieure aux postulats, aux hypothèses que nous avions mis en place. Plus encore, c'est que cette sinistralité évolue à la baisse. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme observation? C'est que quand bien même on est dans l'informel, mais on est dans une économie qui fonctionne, qui a des revenus et qui a peut-être pas le même modèle que ceux dans le monde du formel où il y a des rentrées assez récurrents, fréquents. Dans l'informel, vous pouvez avoir un ménage qui peut-être dans 2-3 mois, il n'y a pas assez de revenus, il va accumuler 2 ou 3 échéances, mais au bout de la troisième, il va pouvoir absorber tous les impayés et mettre de l'argent de côté pour faire face aux 2 premières. Donc nous avons tout ça, nous avons réussi à apprendre de cette population, et la garantie, encore une fois, elle doit avoir une finalité économique. Nous avons constaté, par exemple, nous avons fait une étude il y a quelques années de cela, et nous apprêtons à lancer une mise à jour dans les prochains mois. Nous avons constaté que sur un portefeuille de 100 qui existe dans notre portefeuille, 82% n'auraient jamais eu accès à ce crédit s'il n'y avait pas la garantie institutionnelle de la Caisse centrale de garantie. Premier point. Deuxième point, c'est une additionnalité volumétrique. En termes de nombre de volumétrique, en termes de montant du crédit distribué, 67% des crédits distribués par les banques, garantis par la CCG, ne l'auraient jamais été s'il n'y avait pas cette garantie. Et le dernier élément important, parce que quand même, on l'a perdu. Je pense qu'on l'a perdu. En tout cas, c'est dire qui ne peut être porté que par le Trésor, que par le gouvernement. Et ce n'est pas une activité commerciale. Vous avez perdu, Sil Harash. Pardon? On vous avait perdu. Vous parlez de l'additionnalité de 67% des crédits qui n'auraient pas été octroyés s'il n'y avait pas la garantie publique. Oui, exactement. Donc, cette garantie institutionnelle de la CCG apporte une additionnalité à un marché et apporte également un retour sur investissement, entre guillemets, pour le Trésor, dans la mesure où chaque dirham investi dans un fonds de garantie, il permet, grâce à son effet de levier, et ça, c'est tout l'intérêt de la garantie versus subvention. Vous pouvez avoir un multiple qui peut aller de 3 à 5, 10, même des fois plus, et qui permet d'avoir un retour en rien qu'en produit de transfert, en revenu net actualisé,
de mémoire de 1,3%. Donc, l'État est gagnant parce qu'elle permet d'ouvrir et de capter. Maintenant, mais pas dans le sens de garantie individuelle pour des biens plus ou moins de longue durée de consommation, y compris si c'est des biens qui sont produits au Maroc. Nous ne garantissons pas de crédit à consommation. Mais par exemple, quand on dit qu'on veut, qu'on a réussi à créer l'additionnalité en nombre de 82%, ce sont des entreprises qui ont créé des postes de travail, qui ont distribué des salaires et par conséquent amélioré le pouvoir d'achat des gens. Une entreprise qui se développe dans un programme d'investissement, c'est également des entreprises qui créent de la valeur et une des principales composantes de cette valeur, c'est la partie qui est réservée à l'emploi et les salaires. D'accord. Le temps est en train de filer. Je vais revenir à Siwajeh. Je voulais vous poser une question en fait. De la garantie. Vous avez perdu Sil Harash et on passe directement à Siwajeh Sbihi. Justement par rapport à ce plan qui a été annoncé par le ministère de l'industrie par rapport à la substitution aux importations, l'industrialisation par substitution aux importations. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher vu la configuration un peu de ce qu'importe le Maroc, de ce qui se vend au Maroc? Quand on regarde les niveaux d'importation, par exemple, elles sont 2 fois supérieures au niveau d'exportation. Le ministère table sur 34 milliards de substitution, ça fait quelque chose comme moins d'un tiers des importations. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne stratégie de relance? Tout levier provenant de l'investissement, qu'il s'agisse du public ou du privé, est un levier, certes, qui va générer de la croissance. La mesure prise par le ministère de l'Industrie, notamment pour répondre à la vision stratégique de la préférence nationale, en mettant en place un ensemble de conventions qui auraient généré, selon ce que vous venez de dire, 64 milliards de dirhams d'investissement, plus un certain nombre d'emplois à l'avenir, sont des mesures importantes, mais non complètes. Je m'explique si vous le permettez. Ce style d'investissement sont des investissements qui peuvent être considérés comme des formes de locomotives pour tirer des secteurs d'activité vers le haut, vu la loi des grands nombres de l'investissement. Mais moi, j'irai vers 2 éléments majeurs complémentaires avec modestie et qui pourraient peut-être faire l'objet de réflexion. Tout d'abord, qu'en est-il de la TPE et de la PME qui représentent le plus gros tissu industriel du Maroc et fortement contributrice en termes d'emploi, aujourd'hui complètement écartée de ce processus d'avantage? Et deuxième élément, le rôle des régions. Permettez-moi de poser une question qui va nous remettre dans les années 80. Dans les années 80, il y avait ce qu'on appelle le code d'investissement. Dans le code d'investissement, il y avait 4 régions majeures, de la 1 à la 4, et chacune naturellement adossée et porteuse d'un ensemble d'avantages permettant aux investisseurs soit de créer de l'emploi, soit de se développer, soit de sédentariser les populations. Et ces avantages allaient d'une exonération totale de l'IS jusqu'à une contribution sur les frais d'enregistrement des terrains en zone industrielle. Aujourd'hui, je pense que le gros de la réflexion doit aller justement vers le rôle des régions. Car si les grands investisseurs vont vers les centres de consommation et naturellement vers les zones proches de l'infrastructure portuaire, le Grand Casablanca, le Grand Agadir, le Grand Safi, El Jadida, Tanger Med et la Rerdelik, quel est le sort des zones qui restent en arrière-plan? Pourquoi aujourd'hui, quand on va aller travailler la chaîne de la logistique, et je m'aligne sur ce que dit Sénonfel, la logistique coûte cher, quand vous voulez compléter la chaîne de distribution de votre activité et par conséquent compléter la chaîne de logistique au niveau du territoire, en dehors des zones portuaires, des zones de littoral, où il y a une très forte concentration des opérateurs de logistique, sortez de 300 à 400 km de la ville de Casablanca et voyons s'il y a une plateforme logistique.
Mais quand vous allez vers ce métier-là pour pouvoir le développer, tout d'abord, il y a une incompréhension du concept de la logistique. Deuxième élément, il est exclu, ce concept, des cahiers de charges de certains aménageurs, parce qu'il est associé à non-création d'emplois, non-création de valeur, parce que la mise en place d'une cartographie de logistique complémentaire génère d'une manière directe et de l'emploi et indirectement le markup. Automatiquement, vous réduisez votre coût logistique, qui est répercuté sur le consommateur, qui par conséquent va aller générer une consommation additionnelle. Donc, aujourd'hui, la problématique est à ce niveau-là. Nous avons certes un excellent levier qui est donc la préférence nationale avec d'excellents investissements, une banque d'idées extrêmement brillantissime et correctement structurée, mais le plus gros du maillage et le plus gros du portefeuille créateur d'emplois et de valeur n'est pas aujourd'hui pris en compte. Et je vais vers la TPE et la PME et aussi vers la partie foncière qui peut être aussi un fait générateur de création de valeur. Le tout naturellement associé au rôle des régions. Quand vous vous présentez à une région pour aller mettre en place un investissement régional, eh bien vous avez une chance sur deux de prendre en charge la globalité de votre investissement. Alors que si nous remontons sur des textes de loi des années 80, il y avait une méthode d'investissement qui permettait aux régions de mettre en œuvre leurs atouts et que par conséquent d'accompagner l'investisseur sur des réaménagements de l'environnement fiscal. On va dire que ça dépend des présidences de région parce qu'il y a beaucoup de présidents qui, et on l'a vu durant la caravane des 500, on l'a fait avec pas mal de présidents de région cette année. Il y a des offres qui sont assez intéressantes dans certaines régions, mais comme vous dites, c'est pas systématique, ça dépend de la région et du président de la région, comment il voit l'acte d'investir. Boukhres, pour clôturer cette session, parce que là, on est en train d'arriver à la fin, est-ce que vous pensez justement que les offres publiques, comme a dit Sisbehi, pour encourager la relance, elles sont plus orientées vers les grosses entreprises? Moi, je dirais aujourd'hui, le Maroc, il a besoin de toutes les incitations fiscales et de toutes les offres nécessaires. Mais si il faut qu'on redimensionne un peu nos ambitions et par rapport à nos moyens. Aujourd'hui, quand on regarde je ne vais pas dire post-Covid, mais en tout cas la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, j'espère qu'on va s'en sortir. Aujourd'hui, c'est quoi le constat? Ou disons les conséquences? C'est que d'abord, on a un problème économique, c'est qu'on a une baisse de la demande qui est adressée au Maroc, c'est-à-dire l'export. Donc, et ça, le levier de l'export, il faut beaucoup de travail. Il faut d'abord que ces pays avec qui nous avons commercé pendant longtemps, qui reprennent leur santé. Et nous avons un problème intérieur. Sur l'intérieur, je pense qu'on peut travailler sur l'intérieur. Sur l'extérieur, c'est difficile de travailler. Il y a beaucoup de facteurs qui nous échappent. Alors, travaillons sur l'intérieur. L'intérieur, je pense qu'il faut travailler sur le sujet que vous traitez aujourd'hui, c'est-à-dire la relance de la consommation. C'est impératif. Et travailler sur le maintien des entreprises. Parce que si on ne travaille pas sur le maintien des entreprises, on risque tout simplement d'avoir une déferlante d'entreprises défaillantes dans les prochains mois. En tout cas, c'est imminent. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on injecte. Pour moi, je rejoins un peu ce qui a été dit par Sisbehi, la grande entreprise, elle s'en sortira toujours. Elle a ses moyens, elle a ses leviers, elle a ses ramifications, elle a ses réseaux. Maintenant, travaillons sur la TPE et la PME et travaillons sur le consommateur. Sur le consommateur, oui, le levier fiscal est nécessaire. Oui, le levier social est nécessaire. Aujourd'hui, le levier fiscal ne concerne que le consommateur qui cherche de l'emploi. Vous avez toutes les mesures fiscales qui ont été introduites ne concernent que quand vous recrutez le salarié, vous bénéficiez de l'exonération d'impôt sur le revenu. Ça concerne, on a les 10 premiers salariés jusqu'en 2022, quand vous recrutez une entreprise nouvellement créée qui recrute les 10 premiers salariés à hauteur de 10 000 dirhams peut bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le revenu et de la CNSS. Mais aujourd'hui, si vous permettez, il faut qu'on encourage les entreprises qui sont encore en vie
et qui continuent de travailler et qui continuent de recruter des salariés. Donc, donnons du pouvoir d'achat à ces salariés qui sont aujourd'hui en poste. D'abord, il faut qu'on améliore leur situation fiscale. Tout à l'heure, ça a été dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on leur donne au moins un petit avantage par rapport à la déduction pour charge de famille. Vous savez qu'aujourd'hui, la déduction fiscale pour charge de famille, elle est de 370 dirhams par an par personne. Elle n'a pas changé depuis 30 ans, alors que le coût de la vie a changé. Donc, il faut qu'on travaille sur ça. Il faut qu'on travaille sur la déduction. Aujourd'hui, on a un constat, c'est la défaillance en termes de l'éducation. Et les enfants, beaucoup de ménages mettent leurs enfants dans le secteur, dans l'éducation privée. Ben, donnant des avantages fiscaux par rapport à la déduction pour ça. Il y a un sujet quand même important, et Smahi va être d'accord avec moi, il faut qu'on encadre, si on veut améliorer le pouvoir d'achat du consommateur, il faut qu'on encadre un certain nombre de canaux de distribution, et notamment le marché de gros. Il faut qu'on le dise, c'est une mafia qui est à la tête de ça. Donc, il faut qu'on essaie d'encadrer, je dirais, ces canaux, parce que quand on voit les produits, les intermédiaires, comment ils gagnent, je dirais, de l'argent facile juste en faisant de l'intermédiation, alors qu'on sait tous qu'un produit frais qui sort d'une ferme autour de Casablanca arrive sur les étals à des prix qui sont exorbitants, ce n'est pas normal. Donc, il faut qu'on essaye d'améliorer le pouvoir d'achat du consommateur. Et parallèlement, encourager la TPE, encourager la PME par des mesures fiscales pour leur permettre de recapitaliser, pour leur permettre d'améliorer leur trésorerie. Tout à l'heure, vous m'avez interpellé sur les délais de paiement, et vous avez raison. Aujourd'hui, quand on voit cette mascarade de délais de paiement, et aussi bien au niveau du secteur privé que du secteur public, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est un sport national, c'est malheureux de le dire. De ne pas payer, c'est un sport national. Grâce à Daman Relance et à Daman Oxygène, je pense qu'on a essayé de réduire les délais de paiement. Il faut le dire, parce que vous savez que sur l'enveloppe qui a été accordée, pratiquement 50% étaient dédiés au paiement des fournisseurs. Et donc, forcément, ça a généré un certain nombre de flux. Donc, il faut qu'on améliore ce délai de paiement, parce que le délai de paiement, il ne fait qu'agoniser les entreprises. Et malheureusement, l'État doit être exemplaire. Alors, on a des chiffres qui sont annoncés, c'est vrai, on a des chiffres, mais ces chiffres, sincèrement, c'est des moyennes. C'est des moyennes. Quand on dit que le secteur public a réduit le délai de paiement, c'est une moyenne. Quand vous avez des entreprises qui payent à 250 jours, voire à 1 an, et vous avez peut-être des entreprises qui payent à 1 jour ou 2, et il y en a, mais la moyenne, elle est loin. En plus, c'est des délais qui sont déclaratifs. C'est-à-dire que c'est les entreprises publiques qui les déclarent. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens de pouvoir confirmer ces délais. Et il y a d'autres moyens pour détourner ça, notamment en retardant la réception, etc. Oui, alors ça, c'est ce que nous appelons les zones grises, un peu. C'est les zones d'ombre ou les zones grises dans le processus. C'est sûr que si vous… Alors, à la décharge de la trésorerie générale, aujourd'hui, on a je dirais, un système d'information qui permet de vous déposer votre facture, et la date de dépôt de votre facture sur ce système, elle vaut, je dirais, réception. Et donc, là, on est en train de lever ces zones grises. Alhamdoulilah, je pense qu'il y a de la volonté quand même malgré tout. Mais il faut qu'on généralise un peu tout ça. Il faut qu'on généralise ça aux entreprises publiques. Donc, je disais pour conclure que les subventions, les aides, les incitations doivent aussi, je dirais, on doit se focaliser sur la TPE, sur la PME, par un certain nombre de leviers fiscaux. Merci beaucoup, Séboukhres. Khateb, il y a un point qui m'a semblé qui était très intéressant dans l'intervention de Séboukhres, c'est concernant la baisse de la demande extérieure. Est-ce que le Maroc a aujourd'hui une opportunité historique justement de réorienter son outil de production, notamment grâce à ce qui a été proposé comme système de substitution aux importations vers son marché intérieur? Est-ce que c'est-à-dire qu'on pourra relancer la demande qu'à travers une relance de l'offre? Non, je ne pense pas, parce que je travaille sur ce type de sujet. Il y a des problématiques de taille de marché.
et disons, d'investissement technologique minimum. Je vais essayer de simplifier. Quand vous avez un pays avec 35 millions de personnes, où ceux qui consomment sont au maximum de 10 millions, les autres ayant une activité de subsistance, quand aujourd'hui vous installez un outil industriel à minima, et vous allez le faire tourner 8 heures par jour. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous faites un tour dans une zone industrielle, même à Casablanca, vous allez trouver à 20 heures ou à 21 heures les trois quarts des lumières qui sont éteintes. C'est-à-dire que c'est à l'arrêt. Vous partez dans une zone industrielle en Turquie, vous allez trouver à 23 heures, 24 heures les lumières des usines. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris il y a longtemps qu'avec 100 millions de personnes en Turquie, ce n'était pas un marché suffisant. Et donc, il fallait utiliser l'outil industriel au maximum en le faisant tourner 22 heures sur 24 et trouver d'autres marchés. L'exportation pour les Turcs, c'est aussi un phénomène de subsistance. Au Maroc, les usines, elles tournent 8-10 heures par jour. Je ne parle pas des exceptions, hein. 8-10 heures par jour. Elles s'arrêtent certaines le samedi et le dimanche, les Eid, je ne sais pas quoi, etc. Donc, aujourd'hui, c'est comme les téléphones portables. Vous avez aujourd'hui, je n'ai pas le choix, j'achète un téléphone portable comme celui-là. Il est très puissant, il est beau, mais j'utilise que 15% de sa puissance. Je ne l'utilise pas au maximum. Quand vous êtes sur une industrie pharmaceutique, aujourd'hui, pour le même budget d'il y a 10 ans, vous avez 5 fois la capacité de production. Et c'est tout ce qu'il y a sur le marché. Donc, vous faites tourner… Cette histoire-là de marché intérieur n'est pas viable, en tout cas à grande échelle. Elle est importante, mais non suffisante. C'est-à-dire aujourd'hui, tout investissement, à part l'investissement local de la région, le petit atelier, tout investissement doit avoir, pour être valable, sauf exception, je parle de l'investissement industriel, une vision d'export. Le marché marocain n'est pas en marché. Disons marché dans le sens suffisant. Dans le langage des multinationales, on parle de marché à partir de 150 millions de personnes. Et c'est pour ça que vous trouvez que celui qui est installé au Maroc, il chapeaute le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et parfois l'Égypte. Ou celui qui est en Égypte, il chapeaute les trois pays. Pourquoi? Parce que c'est une seule logique d'investissement. J'installe une usine et la capacité de production de l'usine, elle est faite pour tourner 22 heures sur 24, 360 jours sur 365. Et voilà, c'est à partir de là que je rentabilise mon investissement. Merci beaucoup, c'est Khateb. Parce que là, on est en train d'empiéter sur le temps et on me dit qu'il faut arrêter. Juste un dernier petit mot, si tu veux faire le haraj. Et ça, c'est quelque chose qui a été en filigrane de tous les webinaires. C'est la crainte de la montée des défaillances d'entreprises. Est-ce que vous partagez ça et quel impact ça aura justement sur l'emploi, sur la demande au final? C'est-à-dire que s'il y a une vague de défaillance, c'est nocif aussi bien pour l'offre que pour la demande. C'est à entendre parler. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui pourrait contredire le fait qu'il y a une dynamique dans la vie du monde de l'entreprise, d'une manière générale, de l'entrepreneuriat, dans le monde des affaires. Et c'est vrai, de manière, j'allais dire, assez mécanique, quand il y a des crises et il y a des dégâts collatéraux, notamment sur le tissu industriel, des entreprises assez fragiles ou qui ne déjà vivotaient ou avaient du mal déjà à vivre avant la crise, et que la crise est quand même arrivée avec des défis auxquels elle n'a pas pu faire face. Mais je dirais qu'aujourd'hui, que pour aller de l'avant et
pour essayer quand même d'inverser les choses. Parce que toute entreprise qui existe, elle a un savoir-faire, elle a un marché, elle a des compétences. Maintenant, là où on les pousse, pas que nous, l'ensemble des acteurs, des parties prenantes qui interviennent dans l'acte d'investir, c'est d'anticiper, comme ça vient de dire, notamment sur l'exportation, sur l'amélioration de la qualité, la compétitivité, les substitutions de produits à l'importation. On peut se rappeler, nous, je pense qu'on a l'âge de se rappeler l'année 1996 et le démantèlement douanier avec l'Europe, où il y avait cette fameuse idée qui disait un tiers, un tiers, un tiers. En fait, l'économie que nous avons aujourd'hui n'est pas à la taille que nous souhaiterions tous. On est encore loin, loin devant. On a parcouru, on a amélioré le nombre d'entreprises par tête d'habitants aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 10 ou 20 ans. Mais ceci dit, l'entrepreneuriat, l'entreprise, le monde du business n'est pas dans le même paradigme qu'il y a 10 ou 20 ans, et encore plus avec cette crise pandémique qui a mis tous les business models ont été challengés, et le numérique et l'économie verte aujourd'hui s'impose à nous tous. Je reste confiant, et pour nous, Caisse Centrale de Garantie, nous avons une boîte à outils pour venir soutenir les entreprises, quelle que soit leur phase, qu'elles soient en phase de création, développement, et des fois même quand elle est phase de restructuration, qu'elle soit surtout financière et des fois même industrielle. Mais selon vous, il n'y a pas de risque ni de défaillance massive à partir de 2021. C'est moi, ce que j'observe, parce que les chiffres que nous avons, des fois, auxquels on fait référence, si vous permettez un petit mot assez technique. Très rapidement. Quand on voit un petit peu la base dans laquelle on puise ces informations, il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées mais qui n'ont aucune activité. Ils ont 0 chiffre d'affaires. Il y a des niveaux de déclaration qui est en dessous de ce qui est en réalité. Donc, il y a quand même un déphasage. Il y a un déphasage, de mon point de vue, il y a un déphasage entre la réalité économique que nous observons et ce qui figure au niveau des radars, dans le niveau de l'observation, que ce soit au niveau de l'ANPIC, que ce soit au niveau du registre central ou ailleurs. Mais il y a une réalité sur laquelle on ne peut pas fermer les yeux. C'est la vie de toute entreprise. À un moment donné, elle a un challenge, le marché n'existe plus, un concurrent plus fort. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'entrepreneur, l'industriel, aujourd'hui, a des opportunités assez intéressantes pour anticiper avec des outils. Et je termine pas, des fois on parle de l'outil, mais on oublie souvent l'élément humain. C'est quand même assez, je dirais pas désolant, mais quand même assez surprenant de voir des entreprises industrielles dans lesquelles vous posez la question qui assure la maintenance industrielle de l'outil, vous ne trouvez aucun ingénieur. Il y a un souci de prendre en considération, c'est déjà assez, ça existe, mais qu'on va le développer davantage pour faire évoluer et améliorer la compétitivité, non pas seulement du produit, mais des éléments, les hommes et les femmes qui sont à l'origine de sa production. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à tous les panélistes. Merci aux participants qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Ce webinaire a été retransmis sur Facebook aussi, où on a pas mal de visiteurs. Donc, merci à Sisbehi, merci Sil Haraj, merci Sil Khatib, merci Sil Boukhres, et on vous donne rendez-vous à notre économie entreprise live très prochainement. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.